something you've forgotten too, Ralph. You seem to have forgotten that I am a woman. I forgot that you're a woman? How could I? You're always yapping. They made America laugh every week. Ils faisaient rire l'Amérique chaque semaine, à l'écran. Art Carney et Audrey Meadows se sentaient en famille. Mais lorsque la lune de miel a pris fin, quelque chose d'étrange s'est produit. Ils ne se sont plus jamais parlé. Pas d'appel téléphonique, pas de retrouvailles. Rien. Pendant des années, personne n'a eu de réponse claire, et les fans sont restés dans l'expectative. La vie était très différente à l'époque où nous avons fait la lune de miel. Bien que nous ayons tous joué dans des familles de col bleu et que l'argent ait toujours été serré, nous ne nous sommes jamais inquiétés d'avoir un toit. Aujourd'hui, des décennies plus tard, des pans de la vérité commencent à faire surface. Et la véritable histoire n'est peut-être pas celle à laquelle vous vous attendez. La magie d'Ed Norton. Dans toutes les grandes séries, il y a un personnage qui ne se contente pas de soutenir le premier rôle, mais qui lui vole la vedette. Dan's The Honeymooners. C'était Ed Norton, interprété par Art Carney. Norton n'était pas censé être la star, car la série était construite autour de Ralph Kramden, les brillants et fanfarons de Jackie Gleason. Mais à chaque fois, c'est le charme étrange de Norton et son timing décalé qui ont fait hurler de rire le public. Et le plus important, c'est que Carney a fait en sorte que cela paraisse sans effort. Ed Norton était, sur le papier, un égoutier de Brooklyn, un cold blue, en quelque sorte. Mais dans le rôle de Carney, Norton était aussi fantaisiste, enfantin et un peu excentrique. Il n'était pas idiot, juste facilement distrait. Il pouvait être en train de regarder un robinet, faisant semblant de diriger un orchestre, tandis que Ralph bouillait d'impatience à côté de lui. Carney ne se précipite jamais. Il laissait chaque temps s'écouler, étirant le moment jusqu'à ce qu'on ne puisse plus s'empêcher de rire. C'est ce qui a rendu Norton si mémorable. Carney avait un don naturel pour la comédie physique. Ce n'est pas exactement du slapstick, mais c'est un peu plus subtil. Il faisait des gestes d'une élégance exagérée, se mettait sur la pointe des pieds comme dans un dessin animé ou fixait un regard vide avec un timing parfait. Son langage corporel était la moitié de la blague. Vous n'aviez même pas besoin qu'il dise quoi que ce soit. Un seul regard confus pourrait faire tomber la maison. Mais Carney donnait aussi de la profondeur à Norton. Sous cette bizarrerie se cachait un ami loyal. Peu importe le nombre de fois où Ralph a explosé ou aboyé des ordres, Norton était là, patient et toujours prêt à aider. Cette chaleur rendait le personnage réel. Elle l'ancrait dans la réalité et montrait que même s'il était capable de faire des punchlines, il avait aussi du cœur. Cet équilibre est difficile à trouver. Mais Carney y est parvenu semaine après semaine. Le plus drôle, c'est que Gleason lui-même savait que Carney valait de l'or. Même s'il était la star, Gleason savait reconnaître un véritable génie artistique quand il en voyait un. Leur alchimie à l'écran était comme un éclair dans une bouteille, et tout le monde a adoré la façon dont ils se sont joués l'un de l'autre comme de vieux partenaires. Et dans ces moments-là, c'est Norton qui s'est souvent illustré. L'un des exemples les plus célèbres est la scène où Ralph demande à Norton de l'aider à rédiger une lettre de réclamation. Ralph essaie de dicter sérieusement, mais Norton commence la lettre par « Cher monsieur ou madame, C-joint, veuillez trouver ». En utilisant ses anciennes leçons de dactylographie, Ralph perd le fil et Norton reste assis, clignant des yeux, confus de savoir ce qu'il a fait de mal. La scène est si simple, mais la façon dont Carney la joue est parfaite. Les gens ne pouvaient pas se passer de lui. Même lorsque Gleason a repris The Honeymooners dans les années qui ont suivi avec d'autres acteurs, les fans ont toujours regretté le vrai Norton. Carney avait rendu le rôle si emblématique que personne d'autre ne pouvait capturer ce mélange d'absurdité et de cœur. De plus, Carney ne l'a jamais exploité. Il n'essayait pas d'éclipser qui que ce soit. Il n'a donc pas exagéré les blagues et n'a pas volé la vedette. Il comprenait le rythme de la comédie. Il savait quand faire une pause, quand réagir et quand laisser une scène respirer. Ce genre d'intelligence comique est rare. Mais avant de devenir le comique que nous aimions tous et dont nous ne pouvions nous passer, Art Carney a dû faire face à des luttes et à des moments qui ont défini qui il était. Et ses premières années racontent une histoire à laquelle vous ne vous attendez peut-être pas. La petite enfance, la guerre, les blessures et les traumatismes.
Avant la célébrité et le rôle inoubliable d'Ed Norton, Art Carney n'était qu'un enfant tranquille de Mount Vernon, dans l'État de New York. Né en 1918, il est le plus jeune de 6 frères. Il a grandi dans une famille irlando-américaine de la classe ouvrière à la fin de la Première Guerre mondiale. Son père vendait des journaux pour gagner sa vie. Et les choses n'ont jamais été vraiment faciles, mais elles n'ont pas été tragiques non plus. Carney n'était pas le genre d'enfant à courir après les projecteurs. En fait, il était timide. Il aimait imiter des voix et des personnages à la maison, mais il se montrait rarement en public. Ce n'est qu'au lycée qu'il a commencé à faire des imitations pour rire. Ses camarades de classe ont remarqué à quel point il était doué et, très vite, il est devenu la personne à qui l'on demandait de faire des blagues et d'imiter des voix. Ce talent lui vaudra plus tard un emploi à la radio. Mais même à cette époque, il est plus à l'aise derrière un micro que devant une foule. Mais sa carrière ne faisait que commencer lorsque le monde a changé. En 1943, à 25 ans, Art Carney est incorporé dans l'armée américaine. Guerre mondiale. Art Carney est enrôlé dans l'armée américaine. Il a été envoyé en Europe, où il a servi comme fantassin. La guerre est brutale. Carney a participé à la bataille de Normandie, quelques jours après le jour J. Au cours de l'une de ses missions, il a été gravement blessé à la jambe par un obus de mortier. Il a été durement touché et a dû être transporté hors du champ de bataille. La blessure était assez grave. Sa jambe a été brisée et les médecins ont dû y insérer une plaque de métal. À partir de ce moment-là, il marche en boitant, ce qu'il s'efforce de cacher tout au long de sa carrière d'acteur. Il utilisait parfois une canne hors caméra, mais à l'écran, la plupart des gens ne le remarquaient pas. Il avait appris à se déplacer d'une manière qui convenait au rôle, en particulier lorsqu'il s'agissait de comédie. Après la guerre, il retourne à la scène et à la radio. Son travail à la radio reprend rapidement. Il participe régulièrement aux émissions The Big Story, Gangbusters at Casey, Crime Photographer, où sa capacité à changer de voix et de ton le rend très demandé. Mais son partenariat le plus important est né de sa rencontre avec Jackie Gleason. Carney a participé à un sketch avec Gleason dans l'émission Cavalcade of Stars en 1951. Et l'alchimie a été immédiate. Leur rythme de travail était naturel et le public l'appréciait. Ce sketch allait finalement donner naissance à The Honeymooners, et le rôle d'Ed Norton joué par Carney est devenu l'un des plus appréciés de l'histoire de la télévision. Le phénomène de The Honeymooners. Lorsque The Honeymooners est apparu sur les écrans de télévision en 1955, personne ne s'attendait à ce qu'elle laisse une trace aussi durable. Elle n'a été diffusée que pendant une saison, soit 39 épisodes. Mais elle est devenue l'une des sitcoms les plus appréciées de l'histoire. Il n'y avait pas de décors fantaisistes ni d'effets spéciaux, juste des personnages formidables, une écriture intelligente et des acteurs qui savaient travailler ensemble. Au centre de tout cela se trouvaient Ralph Cramden et Ed Norton. Jackie Gleason jouait le rôle de Ralph, le chauffeur de bus bruyant et bavard aux grands rêves et à la mèche courte. Art Carney était Ed, le sympathique égoutier qui ne semblait jamais comprendre ce qui se passait, mais qui était toujours heureux d'être là. Ensemble, ils étaient de l'art comique à l'état pur. Le timing de Carney était très précis, mais il n'a jamais essayé de voler la vedette. Il savait exactement quand parler et quand faire une pause. Les crises de Gleason n'en étaient que plus drôles. Carney et Gleason avaient quelque chose de rare, une véritable alchimie. Gleason pouvait être imprévisible, mais Carney restait calme et rapide. Leurs allers-retours semblaient naturels, comme s'il s'agissait de deux hommes qui se connaissaient depuis toujours. C'est ce qui a permis à l'émission de si bien fonctionner. Même quand il ne se passait pas grand-chose dans l'intrigue, il suffisait de les voir parler ou se disputer. Et puis il y avait Audrey Meadows dans le rôle d'Alice, la femme de Ralph, et Joyce Randolph dans celui de Trixie, la femme de Norton. Elles apportaient un équilibre tranchant et sans arrière-pensée à l'énergie débordante des hommes. Les roulements d'yeux et les réactions rapides d'Alice ont fait partie de ce qui a donné à la série son caractère réel. L'ensemble de la configuration était simple mais racontable, et les gens se reconnaissaient dans ces personnages. Même si elle n'a duré qu'une saison, la série The Honeymooners n'a jamais vraiment disparu.
Les rediffusions ont été diffusées pendant des décennies et les gens ont continué à rire. Carney a remporté un Emmy pour son rôle et de son personnage. Ed Norton est devenu l'un des acolytes les plus inoubliables de la télévision. Il donnait du charme à la bizarrerie. Pourtant, pour une série qui semblait si soudée, il y a eu des choses auxquelles les fans ne s'attendaient pas. Après la fin de la série, les acteurs ont pris des chemins différents. Gleason est resté sous les feux de la rampe, mais Carney s'est retiré. Au fil du temps, les gens ont commencé à s'interroger sur les relations entre les acteurs, en particulier entre Art Carney et Audrey Meadows. Ils semblaient si proches à l'écran, mais que s'est-il passé une fois que les caméras ont cessé de tourner? N'a-t-il plus jamais parlé à Audrey Meadows? Art Carney et Audrey Meadows ont fait rire des millions de personnes ensemble, comme Ed Norton et Alice Cramden dans The Honeymooners, Les Lunes de Miel. Leur alchimie était sans effort. Et même s'ils n'étaient pas un couple dans la série, ils faisaient partie d'une famille télévisuelle que l'Amérique adorait. Jackie Gleason était le centre imprévisible, mais Carney et Meadows apportaient l'équilibre et une sorte de magie subtile. Aussi, lorsque les fans ont découvert, des années plus tard, que Carney et Meadows ne seraient pas restés en contact après la fin de la série, ils ont froncé les sourcils. Ed Norton et Alice Cramden ne se seraient-ils jamais reparlés après le lever du rideau? Il n'y a aucune trace publique d'une brouille, aucun rapport de dispute ou de tension pendant la production. C'est plutôt le contraire qui semble se produire. Carney et Meadows ont travaillé ensemble de manière transparente sur le plateau, s'appuyant sur le style d'improvisation de Gleason avec habileté et grâce. Tous deux ont été des professionnels qui se sont présentés, ont livré la marchandise et ont laissé le public sur sa faim. Et pourtant, en dehors du plateau et de l'émission, leur lien semble s'estomper. Il existe très peu d'interviews ou de photos de Johnny Rao ensemble dans les années qui ont suivi, alors que Joyce Randolph, qui était le 4e acteur principal de la série, parlait parfois de la dynamique du groupe. La relation entre Carney et Meadows était restée largement confidentielle. Certains pensent que cela n'avait rien de personnel et qu'il s'agissait simplement d'une question d'époque. Les années 50 ont été une autre époque pour la télévision, et les stars ne devenaient pas nécessairement des amis pour la vie. Une fois l'émission terminée, les gens passaient à la suivante ou s'éloignaient complètement des projecteurs, comme l'a fait Carney pendant de longues périodes. C'était un homme privé, et The Honeymooners, malgré sa célébrité, n'était qu'un chapitre de sa vie. Il y a aussi le facteur Jackie Gleason. Tout le monde savait que Jackie Gleason dirigeait un navire serré, et on disait qu'il était parfois imprévisible et qu'il contrôlait tout. Les acteurs étaient proches pendant la production de la série, mais cette proximité tenait plus de l'expérience partagée que de l'amitié durable. Gleason lui-même n'était pas particulièrement proche de ses coéquipiers hors caméra. Il est possible que cette distance se soit répercutée sur tout le monde. Un autre élément à prendre en compte est la personnalité de Carney. Il n'aimait pas les feux de la rampe et on ne le voyait guère participer à des réunions ou à des talk-shows. Il n'était pas intéressé par les tournées de nostalgie. Donc même s'il avait beaucoup aimé Meadows, rester en contact régulier n'était peut-être pas dans sa nature. Surtout si l'on considère les nombreuses batailles personnelles qu'il a dû mener. Car même s'il faisait rire le monde entier, il avait des combats à mener, et ce sont ces combats qui ont fait de lui ce qu'il était vraiment en dehors de l'écran. Son combat contre l'addiction et le trac. Carney a peut-être fait rire des millions de personnes en incarnant Ed Norton. Mais derrière ces rires se cachait un homme portant un fardeau si lourd que peu de gens l'ont jamais vu. Malgré toute la joie qu'il apportait aux autres, Carney lui-même menait souvent des batailles qui n'avaient rien à voir avec les scénarios ou les caméras. Deux des plus importants sont sa lutte contre l'alcool et sa longue guerre contre le trac. Sa consommation d'alcool n'a pas commencé comme quelque chose d'incontrôlable. Comme beaucoup dans le show business, il a probablement commencé par des activités sociales. Mais au fil du temps, la pression augmentant et le succès s'accompagnant d'une certaine solitude, l'alcool est devenu plus une béquille qu'un réconfort. Carney était un homme discret, si bien que peu de gens savaient à quel point il luttait, mais ses proches le voyaient bien. Cela se voyait dans son comportement sur le plateau et en dehors. Il n'a jamais été un fauteur de troubles. Il n'a jamais été incontrôlable en public. Mais la tristesse était sous-jacente.
Certains acteurs se nourrissent de l'attention, mais Carney n'était pas l'un d'entre eux. On pourrait même dire qu'il était le plus heureux lorsque les projecteurs étaient un peu moins braqués sur lui. Il n'avait pas besoin d'être le plus bruyant dans la pièce ou d'occuper le devant de la scène. C'est en partie ce qui a fait de lui un partenaire idéal pour Jackie Gleason. Gleason pouvait être bruyant, effronté et autoritaire, mais Carney équilibrait cela avec de la subtilité, de l'esprit et du charme. Mais le fait d'être la moitié la plus silencieuse du duo n'allait pas sans difficulté. Carney n'était pas toujours à l'aise lorsqu'il était reconnu ou félicité, et cette gêne s'accompagnait d'une sorte d'anxiété qui s'insinuait, surtout avant les représentations en direct. Le trac n'est pas un sujet dont on parle souvent lorsqu'il s'agit de professionnels chevronnés. On pourrait penser que quelqu'un qui a une longue carrière et un Emmy sur son étagère ne se sentirait pas tremblant avant un spectacle, mais Carney l'a fait. Il l'a ressenti au plus profond de ses os. Avant de monter sur scène, qu'il s'agisse d'une sitcom, d'une pièce de Broadway ou même d'une apparition en tant qu'invité, il lui arrivait de se figer. Ses amis se souviennent qu'il se rendait physiquement malade avant les représentations. Il avait les nerfs à fleur de peau, au point de se demander pourquoi il continuait à faire ce métier. Il a déclaré un jour dans une interview que le métier d'acteur était quelque chose que j'aimais, mais qui me faisait peur. Ce genre d'honnêteté n'était pas courante à l'époque, car la plupart des acteurs portaient un masque, mais Carney n'a pas toujours agi de la sorte. Lorsqu'il était en difficulté, il se retirait, annulait des apparitions et se repliait sur lui-même. Et lorsque les nerfs devenaient trop forts, la bouteille était là pour les calmer. Pendant des années, il s'est appuyé sur l'alcool pour s'en sortir. La boisson a affecté sa santé, son travail et ses relations. Son mariage en a souffert et il est devenu plus difficile à atteindre, émotionnellement et physiquement. Et pour quelqu'un qui avait apporté tant de lumière aux autres, cette obscurité était lourde à porter seul. L'alcool a fini par le rattraper. Il a dû s'éloigner de certains projets et même refuser des rôles. Il a perdu du temps, des années même, dans les méandres de la dépendance. Mais si c'est l'histoire de nombreuses personnes célèbres, celle de Carney ne s'est pas arrêtée là. Il s'est battu contre la dépendance, a suivi un traitement et, peu après, a commencé à guérir. Il a admis qu'il avait un problème, même si la culture de l'époque rendait la chose difficile. Dans les années 60 et 70, les célébrités n'avaient pas l'habitude de parler de leur dépendance comme elles le font aujourd'hui. Mais Carney a quand même pris les mesures nécessaires. Il a travaillé sur sa santé, a renoué avec les personnes qui l'avaient repoussé et, surtout, a essayé de se pardonner. Au fil du temps, il a retrouvé le chemin du travail, mais cette fois-ci avec une nouvelle profondeur. Ses dernières interprétations ont plus de poids, et l'on sent la vie derrière les personnages qu'il incarne. Mais Carney n'a jamais complètement perdu son trac, et c'était peut-être une bonne chose. Peut-être que cette énergie nerveuse lui rappelait ce qui était en jeu et à quel point il tenait à bien faire les choses. Il a dit un jour que la peur lui permettait de rester honnête et qu'à chaque fois qu'il se présentait devant les gens, il avait l'impression de devoir faire ses preuves une fois de plus. En faisant ses preuves, il a battu des acteurs acclamés par la critique et a remporté un prix prestigieux. L'Oscar qui a surpris tout le monde. Lorsque Art Carney a remporté l'Oscar du meilleur acteur en 1975, beaucoup de gens ont fait une double réflexion. Non pas parce qu'il ne le méritait pas, mais parce que personne ne s'y attendait. Cette année-là, la course au titre de meilleur acteur était remplie de grands noms. Al Pacino a été nommé pour Le Parrain, deuxième partie. Dustin Hoffman pour Lenny, Albert Finney et même Jack Nicholson, qui étaient tous des poids lourds. Et puis il y avait Carney, connu surtout sous le nom d'Ed Norton dans The Honeymooners, nommé pour un petit film intitulé Harry and Tonto. La plupart des gens ne l'avaient même pas vu. Le film Sweet Harry Coombs, un enseignant septuagénaire à la retraite qui se fait expulser de son appartement new-yorkais. N'ayant nulle part où aller, il prend ses affaires, Sunshot, Tonto, et part à travers l'Amérique. C'est tout. Il n'y a pas eu d'explosion, de procès ou quoi que ce soit d'autre d'excitant. C'était juste un homme qui essayait de comprendre ce qu'il restait de la vie quand tout ce qui lui était familier avait disparu. Carney a cependant apporté quelque chose de spécial à ce rôle. Il ne jouait pas une grande personnalité. Il ne criait pas et ne se vantait pas. Il était tout simplement Harry, doux, honnête,
un peu triste et un peu drôle. Vous avez oublié que vous regardiez un acteur. Vous avez cru qu'il s'agissait d'un homme réel, avec un chat et une valise, qui essayait de renouer avec ses enfants, de faire la paix avec le passé et de trouver un nouveau sens au temps qu'il lui restait à vivre. Et cela a frappé les gens. Lors de la soirée des Oscars, la plupart des gens pensaient que Pacino ou Nicholson l'emporteraient. Carney, qui avait 55 ans à l'époque, mais qui a été maquillé pour en paraître près de 20 de plus dans le film, n'a même pas fait une campagne acharnée. En fait, il ne pensait pas qu'il allait gagner. Il est lui-même surpris. Mais à l'appel de son nom, le public a été tout aussi choqué et s'est levé pour applaudir. Ce n'était pas seulement une victoire pour Harry et Tonto. Il s'agit d'une victoire pour un type de performance différent, qui ne s'appuie pas sur de grands discours ou sur une dramaturgie lourde. Carney a prouvé que la subtilité, le cœur et la vérité pouvaient avoir autant de poids que l'intensité. Et pour ceux qui ne le connaissaient que sous les traits de l'égoutier loufoque de Brooklyn, ce fut un moment de révélation. Cela a prouvé que Carney avait de l'envergure. Il l'a toujours eu. Il n'a juste jamais eu assez de rôles qui lui permettaient de le montrer. Cet Oscar a changé la façon dont Hollywood le voyait, même si Carney lui-même n'a jamais couru après les projecteurs. Il ne s'en est pas servi pour lancer un second acte tape à l'œil. Il est resté sélectif, discret et le plus souvent loin des yeux du public, comme d'habitude. Family, Amour et rédemption. Horse Camera. La vie de Carney était beaucoup plus désordonnée et compliquée qu'on ne l'aurait imaginé. Derrière les blagues et les sourires, il avait des problèmes relationnels, familiaux et personnels. Mais à travers tout cela, il a connu beaucoup d'amour et de secondes chances. Carney a été marié 3 fois à 2 femmes. Mais l'histoire la plus marquante est celle de sa relation avec sa première et 3e épouse, Jean Myers. Ils se sont mariés pour la première fois en 1940. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, 2 fils nommés Brian et Paul, et une fille nommée Eileen. Comme beaucoup de couples, ils ont connu des hauts et des bas. La pression de la carrière d'acteur de Carney, ainsi que ses problèmes d'alcool et d'anxiété, ont mis leur mariage à rude épreuve. Les choses se gâtent en 1965. Ils divorcent, même après leur séparation. Jean n'était pas une simple ex. Elle avait joué un rôle important dans sa vie, et il était clair qu'il y avait encore quelque chose de réel entre eux. Les gens ont été surpris lorsque Carney et Jean se sont remis ensemble et se sont remariés en 1980, soit à 15 ans d'intervalle. Ce n'est pas tous les jours que l'on entend parler de l'histoire d'un couple qui se sépare et se retrouve par la suite. Leur second mariage n'a pas été tape à l'œil ni dramatique. Il était simple et ressemblait à une véritable chance de prendre un nouveau départ. À cette époque, Carney s'est éloigné des lumières d'Hollywood. Il ne cherchait plus la célébrité ni les grands rôles. Il voulait juste la paix, et Jean la lui a donnée. Ils ont vécu ensemble dans le Connecticut, loin du bruit, où il pouvait être lui-même sans la pression de la performance. Cette seconde chance a été une sorte de rédemption pour tous les deux. Elle a montré que même après des années de souffrance et d'erreur, les gens pouvaient pardonner et construire quelque chose de meilleur. C'était le côté le plus doux de Carney, celui que la plupart des gens n'ont jamais vu, parce qu'ils n'ont connu que ses personnages à l'écran ou la star qu'il a été. Sa relation avec ses enfants n'était pas non plus parfaite. Carney était souvent occupé, concentré sur son travail, et parfois ses luttes l'empêchaient d'être un père présent. Brian. Paul et Eileen ont raconté que leur père n'était pas toujours là et que la distance entre eux était difficile à combler. Mais ils disent aussi qu'il les aimait profondément et qu'il essayait d'arranger les choses quand il le pouvait. Malgré tout, la famille était importante pour Carney. C'était son point d'ancrage dans un monde qui pouvait être bruyant et imprévisible. Son fils Brian s'est même lancé dans le monde du spectacle en tant que scénariste et réalisateur, sans pour autant devenir une célébrité comme son père. La vie personnelle de Carney a été marquée par ses combats contre l'alcool et l'anxiété. Pendant des années, il a lutté contre ses problèmes, ce qui l'a empêché de nouer des liens avec son entourage. Même s'il était un génie comique, il a connu de réelles souffrances en dehors de la scène. Son trac et sa nervosité l'ont suivi tout au long de sa carrière. Et ses difficultés l'ont parfois éloigné de ses amis et de sa famille. Mais ce qui est touchant dans l'histoire de Carney,
c'est que malgré tout, il n'a jamais renoncé à l'amour et à la famille. Il a retrouvé Jean et a construit une vie commune loin des caméras. C'est aussi une sorte de victoire, même si elle a été discrète et invisible pour la plupart des gens. Les années de retrait total. Après des décennies de visibilité, Carney s'est tranquillement enfermé dans la coquille qu'il s'était lui-même fabriquée. Au milieu des années 80, son travail devient de plus en plus sporadique. Un petit rôle par-ci, un téléfilm par-là. Et puis un jour, il a cessé d'apparaître à l'écran. Personne n'en a fait grand cas. Mais pour ceux qui avaient grandi en le regardant, il était étrange que quelqu'un qui avait fait rire des millions de personnes puisse disparaître sans un mot. Il ne fait aucun doute que c'est en partie à dessein. Carney n'a jamais semblé à l'aise sous les feux de la rampe. Même au sommet de sa gloire, il restait discret sur sa vie privée. Il n'a pas cherché à faire les gros titres. Il n'était pas à toutes les fêtes hollywoodiennes. Il a fait son travail et est rentré chez lui. Et lorsque le travail n'en valait plus la peine, il a choisi de rester à la maison pour de bon. De la vie générale, les dernières années de sa vie ont été marquées par un retrait presque total de la vie publique. Il n'accordait pas d'interviews et faisait rarement des apparitions. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il ne jouait pas plus, Carney répondait quelque chose de simple, comme qu'il n'en avait plus besoin. Ce n'était certainement pas de l'amertume, mais la satisfaction d'avoir fait tout ce qu'il pouvait faire et qu'il était temps d'arrêter. Ce qui est intéressant, c'est que Carney aurait pu encaisser. Il aurait pu écrire ses mémoires, participer à des talk-shows, voire accepter un dernier rôle bien rémunéré au cinéma. Mais il ne l'a pas fait. Ce choix, plus que tout autre, semble refléter ce qu'il était vraiment. Il ne s'agit pas d'un homme en quête d'héritage ou d'attention, mais d'un homme heureux de vivre tranquillement après des années de bruit. Il y a quelque chose d'admirable et d'un peu triste dans tout cela. Car s'il était en paix, l'industrie ne lui a jamais vraiment fait les adieux qu'il méritait. Il n'y a pas eu de grand hommage ni de prix pour l'ensemble de sa carrière. Il s'est simplement effacé, comme si personne ne savait quoi faire de quelqu'un qui ne voulait pas être célébré. Ceux qui le connaissaient le mieux affirment que ce retrait n'était pas dû à de l'amertume ou à des regrets. Il s'agissait plutôt de préserver sa tranquillité après des années de bruit. Carney a passé une grande partie de sa carrière à lutter contre des démons personnels tels que l'alcool, l'anxiété et le trac. Il était toujours un peu sur les nerfs, même lorsque les caméras ne tournaient pas. Alors peut-être qu'en s'éloignant, il a finalement trouvé quelque chose de proche du calme. Il y a aussi la question de la santé. En vieillissant, Carney aurait été confronté à un certain nombre de problèmes physiques qu'il n'a jamais rendus publics. Il a fumé pendant de nombreuses années et s'est occupé de vieilles blessures datant de sa participation à la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas exagéré de supposer que la santé a joué un rôle dans sa décision de prendre du recul. Les dernières années et la mort. Même si Art Carney s'est éloigné des projecteurs, il n'a jamais vraiment disparu de l'esprit des gens. La série The Honeymooners est passée en boucle à la télévision et, pour beaucoup, elle est restée la série classique d'une époque particulière de la télévision. Carney n'a pas couru après la célébrité ni cherché à rester dans l'œil du public. Mais les gens ne l'ont jamais oublié. Pour beaucoup, il a toujours été Ed Norton, l'acolyte drôle et loyal qui a rendu la série si mémorable. Au cours des dernières années de sa vie, Carney a vécu tranquillement à Westbrook, dans le Connecticut. C'était un endroit paisible, près de l'océan, où il pouvait profiter des choses simples de la vie. Il y vivait avec Jean, sa troisième épouse, et il restait discret. Il n'y avait pas de caméras clignotantes ni de magazines à potins autour de leur maison. Juste des journées calmes et régulières passées à l'écart de tout bruit. Dans les années 90, Carney ne se rendait pas souvent à des manifestations publiques, mais il n'était pas complètement à l'abri des regards. Il s'y rend parfois pour soutenir des causes qui lui tiennent à cœur ou pour revoir de vieux amis. En 1994, il a joué un petit rôle dans le film Last Action Hero. Ce n'était pas un grand rôle, mais il a rappelé aux gens à quel point il pouvait apporter de la chaleur par un simple regard ou quelques mots. Au début des années 2000, cependant, Art Carney avait pratiquement disparu de la scène publique. Lorsqu'il s'est éteint tranquillement dans son sommeil le 9 novembre 2003, à l'âge de 85 ans, de nombreux fans ont été surpris d'apprendre la nouvelle.
Certains ne savaient même pas qu'il était encore en vie. Il est décédé de cause naturelle dans une maison de soins à Chester, dans le Connecticut. Il n'y a pas eu de grande cérémonie ou d'hommage hollywoodien pour lui dire au revoir. Au lieu de cela, il y a eu quelques articles nécrologiques, quelques déclarations d'amis et les vieux épisodes de The Honeymooners qui passaient à la télévision. Jackie Gleason, qui jouait Ralph Cramden, était mort quelques années plus tôt. En 1987, Audrey Meadows, qui jouait Alice Cramden, était décédée en 1996 avec la mort de Carney. C'est une grande partie de l'histoire de la télévision qui semble s'achever. Joyce Randolph, la dernière actrice principale de la série Still Alive, a parlé plus tard de la gentillesse de Carney et du plaisir qu'elle avait à travailler avec lui. Que pensez-vous de ce sujet? Carney a-t-il vraiment refusé de parler à Audrey Meadows après la fin de The Honeymooners? S'agissait-il d'une brouille personnelle ou simplement de la nature des amitiés dans le showbiz? Que pensez-vous qu'il se soit passé en coulisses, le cas échéant, pour qu'ils restent séparés si longtemps? Laissez vos réponses dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé. Et si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur la suivante sur votre écran.